Alors, pour le calcul, la valeur de l'estimateur, puis le calcul de la variance d'échantillonnage qui correspond à un échantillon, c'est pas trop compliqué. On a des formules, puis ça se déduit relativement facilement. Là où c'est moins évident, c'est qu'il faut trouver la répartition ou l'allocation ou la taille de l'échantillon dans chaque strate. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les NI? Ben, on va s'y prendre de la façon suivante. Dans un échantillon stratifié, la variance de l'estimateur, on a une formule ici. Hein, c'est la formule qu'on va apprendre, on va bien apprendre par cœur éventuellement, on va s'en servir tellement souvent qu'elle va rester gravée dans votre mémoire. C'est la variance d'échantillonnage de la moyenne d'échantillons stratifiés. Si la taille de la population dans chaque strate est très élevée, beaucoup plus grande qu'un, dans ce cas-là, qu'on utilise NI ou NI-1, c'est à peu près la même chose. Ça ne changera pas grand-chose à la valeur de la variance. Ça fait qu'on peut se permettre de réécrire, si vous voulez, la variance en se débarrassant du NI-1. On va juste dire que c'est égal à NI ici. Et là, je peux faire d'autres trucs. Je peux faire le développement. Hein, je peux distribuer sigma i carré sur NI sur le premier terme, N majuscule I sur N majuscule I, c'est égal à 1, fait que je me retrouve avec le morceau qui est ici. Puis sur le second terme, je multiplie par moins NI sur NI divisé par N majuscule I. Fait que dans le deuxième terme, le NI puis le NI ici, le petit, les N minuscules s'annulent, excusez-moi, puis il nous reste le N majuscule ici, mais là, il était là au carré. Fait qu'il y en a un qui s'annule ici, l'autre qui s'annule ici. Fait qu'il me reste NI fois sigma I au carré. Fait qu'en faisant une petite simplification de rien, si la taille de la population dans chaque strate est élevée, c'est ça. On ne fera pas vraiment de différence. On se retrouve avec deux termes. Le premier terme et ce second terme-là. C'est la variance d'échantillonnage qui finit par déterminer la marge d'erreur. Right? On prend 2 fois la racine de la variance d'échantillonnage. Alors, on va minimiser l'erreur. On minimise la marge d'erreur sur l'estimation, le B, si on minimise la variance. Fait que maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour minimiser la variance? Le N majuscule, on ne peut rien faire avec ça, c'est le nombre d'unités dans la population. C'est donné. De même pour N majuscule I, le nombre d'unités dans chaque tranche, dans chaque strate, on ne peut rien faire avec ça. Puis la variance de la population dans chaque strate, on ne peut pas jouer avec ça. Ce sont des constantes. Ce qui change, c'est la taille de l'échantillon petit n, puis la répartition NI dans chacune des strates. Fait qu'on va faire de la minimisation en fonction de la taille de l'échantillon n, puis de la répartition NI. Le coût total pour réaliser un sondage, appelons-le C tilde, il peut finir par affecter la répartition également. Je veux dire, on pourrait minimiser la variance, mais assujetti à une certaine contrainte budgétaire. On ne peut pas vraiment minimiser la variance de façon théorique parce qu'il y a des contraintes réelles, des contraintes pratiques qu'il va falloir rencontrer. Notamment, on n'a peut-être pas assez d'argent pour aller chercher toutes les unités ou échantillonner ou prélever toutes les unités qu'on aimerait aller chercher, surtout que ça se pourrait qu'il y ait des coûts associés à la non-réponse. Right? Fait qu'un budget d'enquête, typiquement, ça comprend des frais indirects, des frais qui ne sont pas associés à une réponse. Comme par exemple, vous allez devoir acheter des ordinateurs ou vous allez devoir louer des bureaux. Ça, c'est indépendant de la réponse ou du nombre d'unités que vous prélevez dans chaque strate. Et là, il y a peut-être un coût spécifique par réponse dans chaque strate. Par exemple, supposons que les strates, ce sont les provinces. Ben, vous pourriez dire, ça va me coûter plus cher d'aller chercher
des réponses au territoire du Nord-Ouest que ça va me coûter d'aller les chercher, par exemple, au Nouveau-Brunswick. Ça pourrait finir par coûter plus cher en Ontario aussi. L'Ontario, c'est une province qui est gigantesque. Même chose avec le Québec, là. Et oui, c'est facile, si vous êtes dans le corridor Ottawa-Windsor, Cornwall-Windsor, il y a plusieurs gens qui restent là. Ça ne devrait pas être trop coûteux d'aller chercher de l'information dans ces localités-là. Mais si vous avez, par exemple, de l'information à aller chercher, vous choisissez une unité aléatoirement, puis elle vient de Geraldton, au nord-ouest de la province. Puis s'il y en a juste une, ça peut coûter cher d'aller la chercher, celle-là. Fait qu'il y a des complications ici, mais on va prendre pour acquis que le coût par réponse, on a une moyenne qui est plus ou moins stable dans chaque strate. Puis cette moyenne-là de coût par réponse, on l'appelle CI. Ce que ça veut dire, c'est que le coût total pour réaliser le sondage, pour réaliser l'enquête, ça va être les coûts fixes, indépendamment de la réponse. Et là, dans chaque strate, on a un coût moyen par strate, puis un nombre d'unités à aller chercher dans chaque strate. Fait que ça serait la somme du produit du coût par strate par le nombre d'unités par strate. Fait que ce coût total-là doit finir par être inférieur au budget disponible pour le sondage. Fait que ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est trouver l'argument qui va minimiser la variance d'échantillonnage pour la moyenne, par exemple, lorsqu'on fait un échantillonnage stratifié. Ça veut dire qu'on va chercher le N puis les NI qui correspondent en supposant que le coût total, C tilde, doit être plus petit que le coût le budget disponible pour le sondage. Alors ça, c'est un problème d'optimisation. Et c'est un problème d'optimisation qu'on peut résoudre en se servant de la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Si vous ne vous souvenez pas comment le faire, je vous rappelle, vous l'avez appris présumément dans le cours de calcul 3, que ce soit le cours de calcul pour les ingénieurs ou encore le cours de calcul en sciences ou en mathématiques. Grosso modo, vous avez une fonction objective qui est la suivante. C'est une fonction qui va dépendre de la répartition dans chacune des strates et d'un paramètre lambda. Voici la fonction à minimiser, puis le lambda multiplie, c'est une fonction G en général qu'on dérive à partir des contraintes. Fait qu'ici, j'ai C tilde moins C. En général, pour les multiplicateurs de Lagrange, si vous cherchez à minimiser la fonction, je ne sais pas moi, je vais l'appeler H de X, puis là, vous avez une contrainte qui ressemble à ceci, G de X plus petit que 0, vous allez vous intéresser à la fonction suivante. H de X plus lambda G de X. Ici, notre G de X, il faut que ça soit plus petit ou égal à 0, j'envoie le C de l'autre bord. Puis je me retrouve avec C tilde moins C plus petit que 0. C'est ce que j'ai fait ici. Je multiplie par le lambda. Si vous vous souvenez plus comment faire ça, allez jeter un coup d'œil, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression pour la variance, on l'a calculée ici. C'est le terme qui se retrouve ici. Le premier terme, le deuxième terme. Et là, lambda fois C tilde moins C. C tilde, c'est le truc qui est ici. Puis le C est là. Fait que qu'est-ce qui est donné pour nous? Écoutez, ce qui est donné, ce qui sont des constantes, ce qui est fixe dans le problème, N c'est donné, NI ici, le N majuscule I c'est donné, sigma k carré c'est connu. En tout cas, c'est peut-être pas connu, mais c'est fixe, c'est constant. Le N ici est donné, le M est donné, NK sigma k carré c'est connu, C0 c'est connu, CK c'est connu. Ce qui change,
qui peut varier, ce qui peut finir par affecter la valeur de la fonction, c'est la répartition. C'est la variable, si vous voulez, dans le problème, ce sont les NK, un pour chaque strate. Alors, comment qu'on résout le problème d'optimisation? On doit trouver les points critiques. Les points critiques de la fonction f, ce sont les endroits où les dérivées partielles sont égales à 0. Alors, on doit faire la dérivée partielle de la fonction f, qui est ici, par rapport à chacune des variables n1, n2, n3 jusqu'à nm. Bien, dans le terme qui est ici, il n'y a pas de constante. Il y a des constantes. Donc la dérivée partielle va aller vers 0. Ce terme-ci va aller vers 0. Ce terme-ci va aller vers 0. Ici, ben là, non, j'ai des variables. Mon problème, les variables, c'est les nk. Elles, ces termes-là n'iront pas vers 0. Fait que je calcule la dérivée directement. 1 sur n au carré fois la somme. nk au carré fois sigma k au carré fois la dérivée partielle du seul terme qui contient des n minuscule k. C'est vraiment 1 sur nk qui est ici. Le deuxième terme, sa dérivée partielle par rapport à n minuscule k, c'est 0. Le lambda, c'est 0. Sa dérivée partielle par rapport à nk, c'est 0. Il n'a pas. Le lambda moins c majuscule, ou lambda fois moins c majuscule, sa dérivée partielle, c'est 0. Il n'a pas. Puis il me reste le terme qui est ici. Il faut que je dérive ça fois lambda par rapport à nk. Le seul terme qui va vraiment être dérivé, c'est la partie nk. Je fais la dérivée partielle par rapport à ni. Bon, ici, j'ai été comme un peu zouave, là. Ce truc-là ici, ça devrait être un i. Je dérive par rapport à chacune des variables. Puis quand je fais ma dérivée par rapport aux variables, le seul terme ici où la dérivée ne sera pas égale à 0, c'est quand k est égal à i. Fait qu'il n'y en a qu'un seul. Pareillement, le seul terme où cette dérivée-là ne sera pas égale à 0, c'est quand k est égal à i. Fait que quand k est égal à i, je me retrouve avec moins ni carré sigma i carré sur n au carré. Ça, c'est la partie constante. Puis j'ai la dérivée de 1 sur ni par rapport à ni. Ça me fait moins 1 sur ni au carré. Fait que le morceau qui est ici, c'est la dérivée de cette expression-là par rapport à ni. Tous les indices disparaissent parce que la dérivée va être 0 à part quand k est égal à i. Puis dans le deuxième terme, même genre de truc, la seule dérivée qui m'intéresse, ça serait celle où k est égal à i, alors la dérivée ici serait 1. Et alors je me retrouve avec l'expression suivante. Il faut que 0 soit égal à moins n majuscule i au carré sur n au carré fois sigma i au carré divisé par n minuscule i au carré plus lambda ci. Ça doit être vrai pour chacune des strates. Alors, c'est le point critique. Ben, tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'isoler ni minuscule. Alors, c'est pas bien difficile. J'envoie le terme avec un signe négatif de l'autre bord. Fait que je vais me retrouver avec ni majuscule carré fois sigma i au carré divisé par n au carré divisé par ni au carré. Je prends mon ni au carré, je l'envoie ici. Je prends mon lambda ci, je l'envoie au dénominateur. Puis là, j'ai un ni au carré. J'extrais la racine carrée pour sortir avec un entier ni. Fait qu'on va trouver un point critique et donc un minimum. Ça reste à démontrer, mais pour l'instant, on prend pour acquis que c'est un minimum. Lorsque la répartition est telle que ni, n minuscule i, c'est égal à la taille de la population dans la strate divisée par la taille de la population en général, fois l'écart type de la population dans la strate, divisé par la racine de lambda, divisé par la racine carrée du coût de réponse par strate. On ne va pas travailler avec les NI directement, on va travailler plutôt avec une quantité WI, la pondération
le poids d'échantillonnage qui correspond à la strate I. Ça va être par définition NI, la répartition de l'échantillon dans la strate numéro I, divisé par la somme totale. La taille totale de l'échantillon, N. C'est plus facile de travailler avec des proportions. Dans ce cas-là, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut pouvoir se débarrasser du terme lambda. Je ne sais pas c'est quoi lambda dans mon problème. Il faudrait que j'aille plus loin pour trouver la valeur de lambda, mais ça ne me tente pas de le faire là. Fait qu'au contraire, on va travailler avec NI sur N. Et là, si je travaille avec NI sur N, bon, mon NI, il est ici. Mon N, c'est la somme de tous ces termes-là. Puis là, qu'est-ce qui disparaît? Ben, le N, il est là en facteur commun. Le lambda, au racine lambda, il est là en facteur commun. Pareillement au dénominateur, ces termes-là disparaissent. Puis il me reste seulement N majuscule I fois sigma I divisé par la racine carrée de CI au numérateur. Le tout sur la somme de NK sigma K divisé par la racine de CK. Alors c'est ça la pondération qui nous intéresse. La répartition d'échantillons. Si on prend cette répartition-là, si on choisit nos NI minuscules, de sorte à ce que le poids, la pondération soit ici, comme ça, on va avoir nécessairement une variance d'échantillonnage qui va être minimisée, assujettie aux contraintes du coût de réalisation de l'enquête, du sondage.